Jean-Michel Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à ce micro. Tu es le PDG d'une entreprise bien connue à Lyon qu'on peut appeler soit TIL, soit de son nom complet qui est Teinture et Impression de Lyon. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise en quelques mots ? Oui, bien sûr. TIL est une filiale du groupe Devaux. Nous sommes imprimeurs sur tissu pour l'habillement. C'est une société très ancienne qui a été fondée en 1894, fondée à Villefranche-sur-Saône, au bord de Saône. Et nous avons, depuis 1894, changé de métier, tu t'en doutes bien, puisqu'on a débuté par la teinture pour faire des vêtements de travail, qui à l'époque c'était ce qui se faisait. Et puis nous avons migré petit à petit et gentiment vers la mode et de la couleur, on est passé au dessin, du dessin à l'impression et de l'impression traditionnelle, rotative, à l'impression numérique, qui aujourd'hui réalise 100% de notre fabrication sur 2025. Ce qui prouve quand même avec un savoir-faire très ancien, l'innovation, le changement, la créativité, c'est toujours un élément essentiel pour faire face aux défis et aux enjeux. Une société, une usine basée à Villefranche depuis longtemps, qui a connu des hauts et des bas. C'est vrai que c'est un secteur, le textile, notamment le tien en lien avec l'habillement, qui n'est pas évident. Quels sont les principaux défis et enjeux auxquels tu as été confronté récemment ? Un défi technologique quasi permanent et réglementaire pour arriver à s'adapter à la demande du marché. Et aujourd'hui, à la suite du Covid et puis des tendances du marché d'évolution du marché de l'habillement, nous sommes confrontés à l'ultra fast fashion. Nous sommes confrontés à l'émergence du marché du vintage, de deuxième main, et puis bien évidemment au coût de l'énergie qui ont explosé depuis 2022. Et en fait, tu as à la fois des défis qui sont liés à tes clients, puis tu as aussi des enjeux qui sont ceux de la filière textile en général par rapport à l'attractivité des métiers, au côté difficile des 3-8, etc. Tout ça, c'est aussi pas simple aujourd'hui à faire comprendre, notamment dans le recrutement, par exemple. Alors, comme toute industrie, on a effectivement du mal à attirer des jeunes talents. On a des métiers qui sont des vrais métiers avec un savoir-faire, un temps d'apprentissage qui s'inscrit dans la durée. Et ça, c'est pas toujours facile à faire comprendre aux jeunes générations. Donc, j'ai géré, moi, en direct, parce qu'on est aujourd'hui une petite société de 50 personnes. Nous étions 100 il y a quelques années, mais les effectifs ont été réduits avec l'activité. Aujourd'hui, je suis plus en situation de garder des compétences avec des réductions d'effectifs qu'une problématique de recrutement. Je préférais le premier problématique à la seconde. Tu as tout connu, c'est-à-dire que tu es là depuis très longtemps dans cette entreprise, tu en es le PDG depuis 25 ans. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette évolution, dans ce regard que tu as. Dans une structure de cette taille, tu fais tout. Je veux dire, il y a un côté assez polyvalent, y compris dans l'approche, comme tu l'évoquais, RH, etc. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué aujourd'hui, et notamment dans une période un peu difficile, par rapport au recrutement, à l'attractivité, à la fidélisation? Comment est-ce qu'on gère l'intergénérationnel? Comment est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu recrutes ou quand tu cherches des personnalités pour venir travailler avec toi? La matière humaine est la matière la plus difficile dans notre métier de manager. Et moi, ce que je recherche chez une personne, c'est d'abord le savoir-être avant le savoir-faire, parce que de toute façon, il y a très peu d'écoles textiles aujourd'hui. Hein. Et donc, chercher une personne qui sait faire notre métier, c'est mission impossible. Donc, aujourd'hui, on recherche une attitude, un peu une manière de s'engager dans le travail ou de s'intéresser au métier, quoi. Exactement, de la curiosité et de l'engagement. Capacité à s'inscrire sur la durée, parce que nos métiers sont des métiers de temps long en apprentissage et
garder quelqu'un sur un an et recommencer un an d'après. À former à nouveau, c'est pas possible. Comment tu travailles dans la transmission du savoir? Parce que je suppose que comme toi, il y a des personnes qui sont là depuis assez longtemps dans l'entreprise. Est-ce que ce sont les plus anciens qui essayent comme ça d'accompagner, de transmettre? Est-ce qu'il y a un système particulier de transmission du savoir-faire? C'est les anciens qui forment les nouveaux. On suit un protocole de formation avec un livret d'apprentissage et des temps de validation des acquis. Alors on l'évoquait rapidement, quand tu retraçais un peu l'historique de l'entreprise. C'est vrai que l'innovation technologique, mais pas simplement, elle est très importante, et, notamment dans la filière textile. Quel regard tu as sur cette innovation? Qu'est-ce que c'est pour toi d'ailleurs qu'innover? Est-ce que c'est de la liberté, de la créativité? Comment tu définis cet état d'esprit un peu de l'innovation? Pour moi, innover, c'est pas une menace, c'est tout le contraire, c'est une opportunité d'être en avance sur le marché, en avance sur les compétiteurs et d'apprendre pour être meilleur que les autres sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est valable. Aujourd'hui, quand on pense innovation, on pense technologie. Donc chez nous, ça a été l'impression jet d'encre. Avec le numérique, on a démarré très vite en 2008 et sur lequel tous les investissements une grande partie des investissements ont été réalisés. On a innové avec également les labels RSE et environnementaux à la fin des années 2010 pour nous différencier notamment de l'import avec une démarche environnementale. Et j'ai essayé d'innover aussi au niveau managérial en misant sur la richesse et l'intelligence, la richesse individuelle et l'intelligence collective. Alors justement, c'est là que c'est intéressant et on voulait aussi t'interroger là-dessus, sur cette capacité à innover de manière managériale. Tu l'évoquais, la situation de ton entreprise a été difficile, on espère que ça ira mieux. Être en croissance ou en décroissance sont de toute façon des moments difficiles, de crise où il faut s'adapter et se réorganiser. Et en fait, dans le cadre de cette réorganisation, tu as souhaité remettre en place, c'est-à-dire à la fois la manière de s'organiser, de se réunir, mais aussi comme un état d'esprit. Je veux dire, en commençant presque par toi. C'est-à-dire que ça a été aussi un moyen de te dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que moi, je peux aussi contribuer et changer? C'était ça ton point de départ de cette innovation? Alors moi, j'avais un management plutôt vieille école, et assez vertical et très hiérarchique, voire autoritaire, et qui, avec l'âge et la maturité, ne me convenait plus et surtout ne convenait pas à mes collaborateurs. Et d'une problématique donc d'un licenciement économique qui a vu partir un certain nombre de collaborateurs. Dont des cadres d'ailleurs. Dont des cadres, dirigeants, effectivement, et des collaborateurs proches. J'ai voulu en faire partir de ce changement-là pour changer la façon de gérer l'entreprise, de gérer les problèmes au quotidien, et de gérer le relationnel au sein de mon équipe qui se retrouvait rajeunie et recomposée. Voilà. En fait, cette crise a été aussi une opportunité pour toi pour t'interroger et du coup pour essayer de le traduire dans cette fameuse innovation. Alors, si on le raconte comme ça ou si on la nomme, ton innovation managériale, c'est une réunion production. Alors, on se dit, faire une réunion, est-ce que c'est une vraie innovation? Mais la manière dont tu l'as faite, dont tu l'as pensée, on voit que c'est vraiment assez différent par rapport à ce qui se faisait habituellement, en fait. Alors, ma démarche n'a pas été dit, tiens, je vais innover. Ma démarche a été de dire comment on va faire pour, en étant moins nombreux, pour travailler plus facilement et surtout plus efficacement pour rendre ce travail attractif pour tous. Parce qu'il s'agissait, quand vous faites partir du personnel, il s'agit aussi de garder ceux qui sont en place, de garder les bons et de les garder motivés et qui croient au projet. Parce que quand vous êtes en réduction d'activité, réduction de chiffre d'affaires et réduction d'effectifs, les gens qui restent, il faut aussi les impliquer, les fédérer sur le projet que vous avez,
qui n'est pas de fermer l'usine, mais qui est de perdurer et qui est de rebondir. Donc si vous n'avez pas des gens qui sont derrière vous à vous pousser, à vous amener des idées, vous êtes tout seul et vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Donc mon but n'était pas d'innover, mon but était d'amener avec moi l'équipe qui restait sur le projet qui doit nous permettre d'être là encore demain. De survivre et d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as à la fois une démarche de remise en cause un peu toi en te disant bon, il faut que je change. Et pour changer, tu as organisé cette réunion production qui a lieu tous les jours. Et c'est ça qui est assez impressionnant, à la même heure, 10 heures, et dans lequel en fait tous les sujets sont possibles et partent souvent des problématiques de production. C'est-à-dire que dans ton métier, il faut aller très vite, il faut répondre aux clients. Et donc tous les jours à 10 heures, tous ceux qui font partie de cette réunion peuvent s'exprimer, participer, contribuer. Qu'est-ce que ça a permis, ce temps-là un peu ritualisé, en fait? Alors, le rituel a permis de donner des habitudes, des réflexes. Et à 10 heures, c'est le bon horaire parce qu'on est dans l'industrie, on démarre tôt le matin. Donc, chaque chef d'atelier, quand il arrive, il prend connaissance de ce qui s'est passé en soirée et dans la nuit. Et il a le travail de la journée et il peut commencer à poser les problématiques qu'il va poser durant la réunion de 10 heures. Il ne cherche pas à les régler tout seul. Il attend la réunion et on va régler ça collectivement. Et le fait de le faire à 10 heures, ça permet aussi de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises durant cette réunion. Alors la réunion, elle peut durer 5 minutes, comme elle peut durer 1 heure. Tout dépend des problèmes qui sont à traiter et des sujets qui sont à aborder. Les sujets principaux, ça va être des sujets de planning, de besoins de clients, de livraison client. Et ensuite, on va déborder vers des problématiques d'organisation, de disponibilité des machines, de disponibilité du personnel. Et après, on va dériver, éventuellement, moi, si j'ai des problématiques, j'en profite à ce moment-là pour en parler par rapport à une sous-activité. Ça va être du chômage partiel. Comment on s'organise pour mettre en œuvre du chômage partiel tout en livrant les clients. Comment on s'organise vis-à-vis des congés payés. Enfin, tous les sujets qui peuvent être amenés à être traités. Et à ce moment-là, plutôt que de les traiter moi tout seul, je profite de cet instant où on est ensemble pour en parler avec eux. Et du coup, il y a un côté à la fois collectif, un côté tout le monde se l'est approprié. Et du coup, c'est devenu un moment fort. Ça fait 18 mois que tu as mis en place cette réunion, ce système. Qu'est-ce que tu as vu comme changement? Comment est-ce que tu mesures l'évolution à la fois pour toi, mais même peut-être pour eux, dans la confiance, dans la fluidité? Qu'est-ce que ça a permis aujourd'hui, cette innovation? Alors moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus calme et serein. On a un temps pour échanger, un temps pour parler. Ce temps, il n'est pas avant, il n'est pas après, enfin en tout cas collectivement, il est à ce moment-là. Ça permet aussi de se dire les choses et d'échanger. On peut avoir des idées divergentes, différentes, et c'est à ce moment-là qu'il faut les évoquer, les mettre sur la table. Et si jamais on est en désaccord et que c'est moi au final qui décide, ça permet d'en parler et d'expliquer, et non pas de justifier, mais d'expliquer pourquoi je vais être amené à prendre telle décision. De même que ça m'est arrivé, je peux être amené à changer de décision par les arguments qui collectivement me sont amenés et qui me donnent un éclairage nouveau, qui me permettent de reconsidérer le problème et d'aller vers une nouvelle direction. En fait, l'idée, c'est qu'au final, si j'entends bien, ça a permis à la fois de se faire peut-être davantage confiance les uns les autres, d'asseoir des décisions qui sont plus partagées, donc plus durables, et d'avoir un moment où chacun apprend des uns et des autres et on fait avancer l'entreprise dans la meilleure direction. Donc il y a globalement que des bénéfices, et c'est d'ailleurs les retours que tu as eu de tes collaborateurs. Hein. Oui, le retour, il est que chacun ne raisonne pas par rapport à son service de façon égocentrée, voire égoïste, mais raisonne par rapport à l'entreprise dans sa globalité et voit les problèmes dans l'intérêt général, dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt du client.
Hein, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à livrer le client conforme et dans les meilleures conditions? Alors, pour finir peut-être, parce que l'idée c'était aussi de partager et de donner une inspiration, si tu avais juste un conseil à donner à un dirigeant dans ton secteur ou pas qui tout d'un coup voudrait essayer ça, qu'est-ce que tu retiens, toi, le côté voilà, faut y aller, faut pas avoir peur en fait, c'est un peu ce que j'ai entendu dans ce que tu racontais là. Oui, n'ayez pas peur, il faut sauter dans l'eau, on sait nager, et vous verrez que vos collaborateurs, que vous avez choisis pour d'excellentes raisons, et à qui vous faites confiance, eh ben, donnez-leur cette confiance-là et montrez-leur que vous leur faites confiance. Vous lâchez pas la bride, vous lâchez pas la main. Simplement, vous donnez libre cours aux initiatives et aux bonnes volontés. C'est la meilleure façon, très honnêtement, aujourd'hui, d'arriver à engager ses équipes et son équipe sur le projet de l'entreprise. Voilà, un moyen aussi peut-être de rester positif parce que rien n'est écrit et c'est comme ça qu'on s'en sort. Merci beaucoup Jean-Michel Bertrand d'être venu nous en parler et puis bonne continuation dans ton activité. Merci Frédéric.